Alors, on va se poser une question un peu folle aujourd'hui. Et si l'opinion politique, ce truc qu'on considère comme un pilier de nos démocraties, n'était en fait qu'une immense illusion? C'est la thèse, un peu choc, on va pas se mentir, de l'essayiste Stéphane Guillère. On va plonger ensemble dans sa pensée, qui vient vraiment secouer les bases de notre société. Alors attention, ça risque d'être un peu déstabilisant. Pour commencer, l'auteur nous met face à une citation assez percutante de Thomas Jefferson. Imaginez un peu le truc. On paie des impôts et cet argent sert à financer des idées qu'on déteste, qu'on exècre même. La question se pose, est-ce que c'est juste ça? Eh bien, c'est exactement cette tension, ce conflit entre notre argent, nos convictions les plus profondes et la loi, qui sert de point de départ à toute sa réflexion. Et ça nous amène tout droit à la question centrale, celle qui va nous suivre tout du long. La liberté, ce principe si fondamental pour nous tous, est-ce qu'elle peut vraiment, mais vraiment, reposer sur quelque chose d'aussi subjectif, d'aussi changeant que l'opinion de tout un chacun? Ok, alors pour commencer son raisonnement, l'auteur met le doigt sur un paradoxe, une contradiction assez fondamentale en fait dans la manière dont on conçoit l'opinion. Bon, partons d'un truc sur lequel a priori tout le monde est d'accord, la liberté d'opinion. C'est quand même notre grande fierté, non? Le fruit de batailles qui ont duré des siècles. Le droit de penser ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut. C'est le socle de notre démocratie moderne. On est tous fiers de ça, pas vrai? Et c'est là que ça se corse. L'auteur nous dit, attention, ce droit si précieux, on s'en sert souvent comme d'une porte de sortie, une échappatoire. Franchement, qui n'a jamais été dans un débat un peu tendu et entendu la phrase magique « Bah, c'est mon opinion, j'ai le droit ». Et paf, le débat est clos. D'un seul coup, ce qui devrait être un outil pour échanger devient un mur, un bouclier pour ne plus avoir à argumenter. Du coup, la question qui se pose est vertigineuse. Si on pousse la logique jusqu'au bout, si toutes les opinions se valent, est-ce que ça veut dire qu'en économie, en droit, en politique, il n'y a aucune vérité, rien de certain, que tout est juste une question de point de vue et qu'on pourrait débattre à l'infini sans jamais tomber d'accord sur rien de solide? Alors, pour bien comprendre comment il en arrive à une conclusion aussi radicale, l'auteur nous propose de suivre son propre parcours, son cheminement intellectuel personnel. Et son parcours est assez intéressant en fait. On part d'une jeunesse passée à l'étranger, ce qui lui a permis d'échapper un peu au moule de l'école française. Il devient un libéral, mais de manière instinctive, sans trop de structure. Et puis un jour, il en a eu marre de ne pas vraiment comprendre l'économie. Alors il a décidé de s'y mettre sérieusement, de vraiment étudier le sujet. Et c'est là que son opinion s'est transformée en conviction. Avant ça, il le dit lui-même, son opinion politique, c'était un peu un fourre-tout, comme pour beaucoup de gens. Il se classait à droite, mais en même temps, il râlait contre les limitations de vitesse, contre certains impôts. Bref, un mélange un peu contradictoire, une situation que beaucoup peuvent reconnaître, j'imagine. Et c'est là que vient le tournant, le moment charnière où il va découvrir quelque chose qui pour lui n'est plus de l'ordre de l'opinion, mais de la science. Il était complètement frustré en fait. Les journalistes économiques, incompréhensibles. Les modèles économiques remplis de maths, un vrai brouillard. Et puis il tombe sur l'Institut Mises et l'école autrichienne d'économie. Et là, c'est une sorte de révélation. Il se met à dévorer les livres de ses penseurs et pour la première fois, il a l'impression que l'économie devient logique, claire, accessible. Alors, l'école autrichienne, c'est quoi au juste? Eh bien, selon la description qu'en fait l'auteur, c'est une façon de voir l'économie qui ne repose pas sur des équations complexes. Non, l'idée de base est beaucoup plus simple. L'économie, c'est juste la conséquence logique des actions de chaque être humain. C'est basé sur la nature humaine, en quelque sorte. Et pour lui, cette approche amène une clarté, quasi scientifique. Et voilà la conclusion qui change tout pour lui. D'un seul coup, l'économie n'est plus un art, un domaine de débat et d'opinion, non. Pour lui, c'est une science, une vraie science, avec des lois et des principes aussi solides que ceux de la physique. Et la conséquence de ça, elle est énorme, presque vertigineuse. Parce que si l'économie est une science, ça veut dire que la plupart des débats qu'on entend tous les jours à la télé sur le chômage, les impôts, la croissance, sont en fait complètement vains. Des discussions dans le vide. Pourquoi? Parce que selon lui, les réponses à ces questions ont été trouvées scientifiquement il y a plus d'un siècle. Ok, donc on a une certitude économique d'un côté. Mais comment est-ce qu'on passe de ça à une remise en cause de la démocratie elle-même? Eh bien, c'est là qu'on va voir le lien qu'il tisse. Sa logique, elle est assez simple à suivre en fait. Étape 1, l'économie repose sur des certitudes, des principes scientifiques. Étape 2, ces principes ne s'appliquent pas qu'à l'économie, mais aussi au droit, à la justice, à toute l'organisation de la société. Du coup, étape 3, débattre de ces sujets qui sont déjà réglés par la science, c'est inutile. Et donc, conclusion finale, tout ce cirque autour de l'opinion politique, c'est une illusion fabriquée de toutes pièces.
Et c'est ça qu'il appelle l'illusion démocratique. L'idée, c'est un peu comme un tour de magie. Le politicien, c'est le magicien. Il agite la main droite, le débat d'opinion, pour qu'on regarde tous de ce côté-là. Et pendant ce temps, de la main gauche, l'État continue de faire ce qu'il veut, sans que personne ne vienne jamais questionner ses fondements réels, sa légitimité même. Mais alors concrètement, c'est quoi ces fameuses certitudes? Attention, on parle bien ici de la vision de l'auteur, une vision libertarienne. Pour lui, par exemple, c'est une certitude que le capitalisme pur est le meilleur système qui soit pour créer de la richesse. Ou encore, et c'est encore plus radical, que toute intervention de l'État dans l'économie, quelle qu'elle soit, finisse systématiquement par appauvrir les gens. Pour lui, ce ne sont pas des sujets de débat, ce sont des faits, point. Et ça nous amène à la confrontation finale, le choc selon lui entre deux mondes qui s'opposent, le monde de l'opinion et celui de la réalité. Et là, la distinction qu'il fait est tranchée. D'un côté, il y a la réalité. Pour lui, c'est comme un roc. C'est solide, c'est basé sur des fondamentaux, des lois économiques qui suivent leur cours, qu'on le veuille ou non. Et de l'autre côté, il y a l'opinion. Ça, c'est une sorte de brouillard, une construction artificielle, une distraction qui flotte autour du roc et qui nous empêche de bien le voir. Et ça pose une question qui est, il faut l'avouer, assez dérangeante. Si on suit son raisonnement, pourquoi est-ce qu'on nous apprend depuis tout petit à respecter toutes les opinions politiques, même les plus fumeuses, même celles qui, selon son analyse, sont objectivement fausses et nous mènent tout droit à la catastrophe? Il conclut son essai par ce qui ressemble à un véritable appel aux armes intellectuelles. Il nous dit en gros, arrêtez d'avoir des opinions, ayez des convictions solides, basées sur des principes. Parce que pour lui, c'est seulement ce jour-là que les jours des usurpateurs politiciens, comme il les appelle, seront comptés, et que l'horizon de notre liberté pourra enfin se dégager. Et on va donc se quitter sur cette question qui est vraiment le cœur de sa pensée et qui est profondément provocatrice. Si on accepte juste un instant pour l'expérience de penser que la réalité économique est factuelle, qu'elle est de l'ordre de la science, alors l'opinion politique, à quoi sert-elle encore? Quel est son rôle? Quelle est sa place? C'est sur cette interrogation vertigineuse que se conclut notre analyse.